Bonjour et bienvenue sur The Crime Reel. Hugo Ignaz Rudolf Schenk est né le 11 février 1849 dans la petite ville de Tchékipod, Kochirem, située à l'époque dans l'Empire autrichien, mais qui se trouve aujourd'hui en République tchèque. Cette ville, qui compte actuellement environ 1000 habitants, est située à 200 km au nord de Vienne, la capitale de l'Autriche. On disait que la famille de Hugo était assez aisée. Son père Wilhelm était juge et il est malheureusement décédé. Quand Hugo était encore un jeune garçon, son frère Karl Schenk est devenu médecin local. Bien qu'elle ait ensuite été distraite par les plans et idées criminelles de Hugo, la mère de Hugo espérait que son fils deviendrait ingénieur. Il avait le potentiel et les connaissances pour réussir, mais montrait souvent des signes de malhonnêteté, de ruse et de tromperie, ce qui faisait de lui un enfant difficile à éduquer. Il a passé beaucoup de temps dans une école militaire et ne s'entendait pas avec ses camarades de classe. Il le décrivait comme un tyran et un menteur. Son premier emploi, à 21 ans, était apprenti chez un fabricant. Hugo a montré son vrai visage en volant l'homme dès le début. Il a été attrapé et arrêté. Hugo a ensuite été condamné à 5 ans de prison. Mais en raison de son jeune âge, il a été libéré après avoir purgé seulement 2 ans de prison. Après son séjour derrière les barreaux, Hugo a décidé de se lier d'amitié avec un homme d'affaires riche. Il a réussi à obtenir un emploi de comptable auprès de sa future victime et a utilisé son charme pour s'intégrer à la famille. Il s'est tellement bien intégré à la famille que Hugo, âgé de 24 ans, a reçu la permission d'épouser une parente de la famille. C'était une femme intelligente et respectable qui travaillait comme gouvernante de la famille et était responsable de l'éducation des autres enfants dans la grande maison. Son travail de comptable obligeait Hugo à voyager régulièrement dans différentes villes. Bien qu'il ait eu un mariage heureux avec la gouvernante, Hugo se retrouvait à avoir des aventures dans presque toutes les villes qu'il visitait. Hugo se présentait comme un homme grand, riche, bien éduqué et célibataire, et il proposait le mariage à ses femmes pour son propre bénéfice financier. L'une d'elles lui a donné 500 florins, la monnaie en standard utilisée à travers l'Europe à cette époque. Lorsque cette femme s'est rendue compte qu'elle avait été trompée par Hugo, elle est allée voir la police. Hugo était avec sa femme lorsqu'il a été arrêté. Il a été condamné à 2 ans de prison pour fraude. Sa jeune épouse s'est retournée à son travail comme gouvernante et enseignante. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui, mais elle avait 300 florins pour lui une fois qu'il serait libéré. C'était un geste de sa part pour qu'il puisse partir et recommencer sa vie une fois sorti de prison. Mais elle ne voulait plus être en contact avec lui. C'était terminé. Pendant son incarcération, Hugo a été placé dans une cellule avec Karl Schlosserek, qui purgeait une peine pour vol. Ces deux-là ont commencé à comploter et une fois libérés, ils se sont dirigés ensemble vers Vienne. Avec l'argent que son ex-femme lui avait donné, Hugo et Karl ont monté une entreprise. Le principe était simple. Des annonces pompeuses étaient les publicitées dans les journaux locaux pour rechercher de jeunes hommes à la recherche d'un emploi. Après les avoir attirés avec la fausse promesse d'un emploi, le chercheur d'emploi était dépouillé. La première fois que cela s'est produit, cela ne s'est pas bien passé pour Karl. Cette victime s'est révélée trop coriace pour le voleur, et il a été presque mortellement blessé pendant qu'Hugo regardait de loin. Ils ont toutefois procédé différemment avec leur deuxième victime, droguée en forêt avant le vol de son argent. Malheureusement pour les deux criminels, Karl et Hugo, l'argent qu'ils ont obtenu de cette agression était négligeable. Cela les a amenés à reconsidérer la situation et à repartir de zéro pour trouver de meilleurs moyens de gagner de l'argent. Ils ont changé de tactique et ont alors décidé de cibler à nouveau des femmes. En passant une annonce dans un journal local, Hugo a publié une fausse annonce cherchant une femme de ménage. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils aient leur première victime, Joséphine Timal. Elle avait 34 ans et pensait avoir décroché le gros lot avec le séduisant Hugo Schenk. Hugo l'a rapidement eu sous son emprise et l'a convaincu que le mariage était à l'horizon.
Joséphine a dit à Hugo qu'elle avait économisé 300 florins qu'il pourrait avoir si ses intentions étaient honorables. Hugo a fait écrire une lettre à Joséphine à sa tante Catherine, qui avait économisé 1000 florins pour sa nièce. Cet argent a été envoyé immédiatement après la cérémonie de mariage, adressée à Joséphine. Après leur mariage, Hugo et Joséphine sont partis en lune de miel dans une petite ville où vivaient certains des parents de Hugo. L'ami de Hugo, Karl, celui qu'il avait rencontré en prison, était dans le même train accompagné du frère de Hugo, Karl Schenk. Joséphine ne fut jamais revue. Karl était responsable du meurtre, et certains rapports suggèrent que le frère de Hugo était également impliqué en maintenant Joséphine pendant que Karl lui tranchait la gorge. Le corps sans vie de Joséphine fut ensuite attaché et jeté dans une rivière voisine. Son corps n'a jamais été retrouvé. Hugo retourna ensuite à Vienne, déjà en train de préparer son prochain crime. Il reçut bientôt les 1000 florins de la tante de Joséphine par la poste. C'est alors que Hugo décida d'écrire à la tante, lui proposant un endroit où séjourner. Hugo lui parla d'une petite maison de campagne et d'une ferme qu'il avait achetée, ce qui n'était en réalité pas vrai. Il ajouta que Joséphine ne pourrait probablement pas lui rendre visite, car elle serait occupée à s'occuper de lui et de la maison. La tante Catherine reçut la lettre, puis décida de vendre ses biens et arriva à Vienne quelques semaines plus tard, avec 3000 florins en sa possession, ainsi que des malles contenant ses derniers effets. Hugo l'a accueillie à la gare. Catherine était joviale et ravie de la bonne fortune de sa nièce d'avoir trouvé un homme aussi riche qui prendrait soin d'elle. Catherine a passé une nuit à l'hôtel avant de retrouver Hugo et Karl, qui faisaient semblant d'être une connaissance. Et le groupe s'est ensuite rendu dans un village isolé pendant le trajet en train. Cette nuit-là, les hommes ont poussé Catherine à boire bien plus de vin que d'habitude, et elle a terminé dans un sale état. Et une fois qu'elle était ivre et qu'ils étaient arrivés à destination, ils ont conduit Catherine sur un sentier jusqu'à une grande paroi rocheuse. Comme elle était ivre et âgée, Catherine n'avait que peu de chance face à ces deux hommes. Karl a ensuite attaché une grosse pierre à sa taille avant de la pousser du rocher dans l'eau en contrebas. Le corps de Catherine a été retrouvé plusieurs mois plus tard, par des touristes sur ce même chemin. Dans des circonstances normales, Karl et Hugo auraient pu être arrêtés à ce moment-là, mais grâce à un coup de chance, ils ont pu continuer. Pour une raison quelconque, les proches de Catherine et Joséphine n'ont pas signalé leur disparition pendant 6 mois, laissant Hugo et Karl poursuivre leur série de crimes. Mais après le meurtre de Catherine, une rupture s'est produite entre les deux hommes. Hugo était le cerveau derrière tout cela, et tandis que Karl faisait le sale boulot, Hugo avait du mal à lui donner sa part des biens de Catherine. Voulant tout garder pour lui, c'est cette révélation qui l'a poussé à tenter le prochain meurtre tout seul. La victime suivante de Hugo fut Teresa Kettel, une cuisinière bavaroise âgée. Elle avait été chargée de surveiller la maison de son patron pendant son absence et possédait une réserve d'objets de valeur ainsi que 2000 florins économisés. Cela faisait d'elle une cible idéale pour Hugo. Lorsqu'il proposa à Teresa un voyage de 3 jours avec lui, elle accepta volontiers. Avant de partir, Hugo lui parla d'une récente série d'effractions dans des maisons vides. À cause de cela, il lui conseilla d'emporter ses objets de valeur avec elle pendant leurs courtes vacances. Après avoir voyagé en train jusqu'à un endroit isolé, Hugo emmena Teresa pique-niquer. Ils trouvèrent un endroit ombragé où ils apprécièrent du vin ensemble, bien que Hugo s'assura qu'elle buvait bien plus que lui. À ce moment-là, il sortit son pistolet et le lui montra, en précisant clairement que l'arme n'était pas chargée. Dans son état d'ébriété, elle prit l'arme et commença à jouer avec, appuyant sur la gâchette. Il n'est pas clair si Hugo avait prévu ce qu'il fit ensuite à l'avance ou s'il y pensa sur le moment même. Il s'éloigna pour cueillir des fleurs pour Teresa, et lorsqu'il fut suffisamment loin, Hugo mit une balle dans le barillet de son pistolet. Il lui offrit alors le bouquet de fleurs sauvages ainsi que le pistolet, en lui disant qu'elle devrait le garder. Ne sachant pas que le pistolet était différent d'avant, Teresa pointa l'arme vers son visage et appuya sur la détente. Son corps ne fut jamais retrouvé. Hugo retourna alors à Vienne avec Teresa Kettels, marchandises en main.
Il est sorti dîner avec des amis, leur faisant remarquer qu'il avait eu une dure journée de travail et qu'il avait vraiment faim. C'est là que Hugo a commencé à parler à Emily Oxman, une femme qui avait déjà attiré son attention, prouvant qu'il était prêt à tout. Hugo a utilisé les bijoux qu'il avait pris sur le corps sans vie de Thérèse quelques heures plus tôt comme cadeau pour séduire Emily. Mais Emily était différente. Hugo la voyait autrement que les autres femmes qu'il avait poursuivies. Lorsqu'il l'a invitée à un voyage en Suisse, elle en est sortie vivante après avoir profité de vacances financées par l'argent de Thérèse. Une fois que ses fonds ont commencé à s'épuiser, Hugo est retourné sur ses terrains de chasse viennois. 2 potentielles victimes se sont rapidement présentées à nouveau grâce à une annonce passée dans le journal. La première était Rosa Ferenczi, une jeune Hongroise qui, comme d'autres avant elle, était la fille d'un noble. Rosa est tombée sous le charme de Hugo le XX, décembre. Hugo est ensuite parti pour Pressburg, aujourd'hui connu sous le nom de Bratislava. Lors du séjour à Pressburg, Rosa a voyagé avec Hugo, pensant qu'il s'agissait de leur mariage. Malheureusement, sans qu'elle le sache, Hugo était accompagné d'un vieil ami, Karl Schlosserig. Alors qu'il marchait près du Danube, Karl a attaqué Rosa par derrière avec une hachette. Elle a perdu connaissance et n'est revenue à elle qu'après avoir été dépouillée de ses affaires et jetée dans la rivière. Son corps a ensuite été retrouvé dans le Danube. Prenant sa part de l'argent, Hugo s'est rendu à Salzbourg pour retrouver Emily. Il a passé une semaine avec elle avant de retourner à Vienne pour ce qui serait finalement son dernier crime. La deuxième femme que Hugo avait trompée était une domestique appelée Joséphine. Elle travaillait pour la baronne, Malfatti. La baronne était une femme généreuse et gentille. Elle utilisait sa richesse pour aider les autres, fondant un asile pour femmes âgées qu'elle entretenait. Hugo a convaincu Joséphine de laisser une des fenêtres de la villa ouverte dans la nuit du 8 janvier. Hugo a dit à Joséphine qu'il droguerait tout le monde dans la maison, elle comprise avec de la morphine, pour éviter les soupçons. Ainsi, lui et ses complices pourraient mettre la maison à sac. En réalité, Hugo prévoyait de tous les tuer. S'il n'avait pas été arrêté, 4 personnes de plus auraient été ajoutées à son bilan de mort. La baronne Malfatti faisait confiance à Joséphine, qui travaillait pour elle depuis 12 ans grâce à leur relation de confiance. La baronne Malfatti n'a même pas remarqué qu'un collier de perles coûteux avait disparu. Et c'est Hugo qui avait convaincu Joséphine de le voler. Et ensuite, il pouvait partager les 3 perles entre les autres filles qu'il courtisait. Finalement, Hugo Schenk a été arrêté par la police le 10 janvier 1884 et il a rapidement avoué tout ce qu'il avait fait. Il a dit au détective qu'il avait encore 4 jeunes femmes prêtes qui avaient toutes accepté de partir avec lui sous son habituelle ruse selon laquelle elles allaient se marier. Hugo a estimé qu'il obtiendrait environ 30 000 florins de ces femmes, argent qu'il prévoyait d'utiliser pour s'enfuir avec Emily en Amérique. Emily ne savait rien des crimes passés de Hugo. Elle aussi avait été trompée par lui. Finalement, Emily est devenue le principal témoin pour témoigner contre son ancien amant. Hugo Schenk, son frère Karl Schenk et Karl Schlosserek ont tous été reconnus coupables de meurtre et condamnés à être pendus. Karl Schenk devait être exécuté en premier, puis Karl Schlosserek et enfin le cerveau de toute l'affaire, Hugo Schenk. Cependant, avant qu'il ne soit déconduit à la potence, Karl Schenk avait été gracié par l'empereur Guillaume II car son rôle a été jugé moindre que celui de son frère et de Karl Schlosserek. Karl Schenk a finalement été condamné à la réclusion à perpétuité. Le 22 avril 1884, 200 personnes se sont rassemblées pour assister à l'exécution. Karl Schlosserek a avancé le premier. Il avait attendu toute la journée que sa famille arrive pour lui dire adieu, mais ils ne sont jamais venus. Sa femme lui avait envoyé des fleurs, qu'il tenait dans ses mains pendant qu'on lui passait la corde autour du cou. Karl a supplié Dieu de lui pardonner dans ses derniers mots. 2 minutes plus tard, Hugo fut amené et pendu. Il resta calme tout au long de l'épreuve. Hugo Schenk et Karl Schlosserek ont été enterrés dans une tombe anonyme avant d'être inhumés. La tête de Hugo a été retirée et analysée.
Son crâne est encore visible aujourd'hui au musée du crime à Vienne, en Autriche. Ceci conclut l'histoire d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous. Au revoir, pst. L'écrivain Egon Kisch a traité l'histoire d'une femme qui a survécu à l'attaque de Schenk dans son recueil de nouvelles intitulé « Une femme attend Hugo Schenk ». Au revoir.